Salut tout le monde, bienvenue. Je suis en train d'admettre tout le monde. Pendant ce temps, je suis Hakima, mes pronoms c'est elle et je travaille avec l'équipe de BFF et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce deuxième webinaire sur le, le féminisme en crise, en période de crise. Ce webinaire fait partie de notre série politique et en ce moment mondial où on voit toutes les interconnexions entre les systèmes euh, d'oppression qui se montrent de plus en plus évidents. Et nous voulons justement tirer profit du pouvoir du féminisme noir pour affronter cela. Cette session va durer 1 heure et demie. Et on aura l'interprétation en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Est-ce que Naïma veut bien afficher les instructions? Donc, vous voyez sur l'écran ici que vous devez choisir, cliquer sur le bouton interprétation l'image du globe en bas de votre écran. Ensuite, vous pourrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre cette session. Et un rappel, nous allons demander aux oratrices et à moi-même de parler lentement pour permettre l'interprétation. Les oratrices vont toutes parler dans des langues différentes. Donc, ne supposez pas que vous allez juste écouter en anglais. Il faut choisir un canal de langue, même si c'est l'anglais que vous voulez, l'anglais que vous voulez écouter. Aujourd'hui, la session porte sur les crises et les réponses au féminisme noir. En ce moment où on voit tous les jours le génocide en Israël, en Palestine, à Gaza et au Liban, dont vous avez entendu parler. Et je me suis dit il était intéressant que cette semaine et même la semaine passée, on a 3 événements qui sont en lien avec cette polycrise à laquelle on est confronté. Et, et par polycrise, on entend donc des crises qui sont interliées, euh, qui sont liées à des crises politiques et des crises sociales. On a vu la situation de cet homme qui a été accusé de viol à plusieurs reprises, qui vient de gagner des élections présidentielles pour la deuxième fois. Et il est important. On sait que nos frères et sœurs trans noirs sont les victimes d'attaques. Et donc, il faut que on, on parle des droits des travailleuses et travailleurs de sexe et des droits des personnes LGBTQ, mais ces mêmes personnes-là se félicitent quand la majorité d'entre elles continuent d'opprimer les autres. Et ça, c'est sans mentionner les questions du commerce inéquitable. Et il y a aussi la situation en RDC et au Soudan. Et en fait, la guerre au Soudan, elle est là parce que tout simplement, le pouvoir colonial ne veut pas permettre aux gens de s'épanouir. Et le deuxième événement qu'on a vu cette semaine, et qui est en lien avec la révolution des peuples, c'est qu'on vient de fermer le seul aéroport international de Haïti. Et Haïti est en train de mener le combat pour la libération des Noirs. Et, et aujourd'hui, on se retrouve à cette situation parce que la suprématie blanche est en train de s'exprimer. Haïti a été l'épicentre de la résistance de l'africanité, de la spiritualité africaine, du féminisme.
malgré l'imposition de la crise sur les gens, comme on va écouter Pascal l'exprimer plus tard. Et le troisième moment, c'est qu'en ce moment précis, il y a la COP29 qui se déroule en ce moment à Bakou, où les gens sont en train donc de se discuter et de négocier les façons dont ils peuvent continuer donc de polluer la nature. Donc, c'est là où les scientifiques s'asseyent et expliquent au gouvernement que face à toutes les intempéries auxquelles on fait face actuellement, telles que donc les inondations et autres, comment est-ce que les gouvernements impérialistes peuvent tirer leur épingle du jeu? BFF, avec notre brillante Nadia qui est là, a rassemblé quelques connaissances féministes noires par rapport aux crises et je vais donc l'inviter donc à nous parler de comment est-ce que le féminisme, les réponses aux crises sont apportées par le féminisme noir. Et on doit se tenir les mains pour pouvoir y arriver, parce que même si ces crises-là peuvent se manifester telles que des ouragans ou autres, tout cela est lié au système de domination des terres dirigé par l'impérialisme et le capitalisme. C'est c'est des choses qui sont traitables et le féminisme noir sont en train d'essayer de stopper la crise. Maintenant, la réponse humanitaire aux crises vient avec, bien sûr, son penchant politique et historique. Et bien sûr, ça vient à un moment de crise pointue, en fait, où pendant que les féministes noirs vivent constamment dans ces conditions et essayent donc de survivre et de faire face à ces crises. Et les féministes noirs analysent les causes de ces oppressions-là pour rejeter la normalisation de la souffrance et même pour rejeter en fait l'acceptation de la résistance noire. Nous vous invitons à à interroger la solidarité parce que des fois, les crises se passent au-delà de nos frontières, mais il faut qu'on puisse maintenir ces liens-là pour pouvoir se donner la main. Et on a l'occasion non seulement de combattre cela, mais de pouvoir aborder les causes profondes de ces crises. C'est nos solutions de féministes noirs qui vont en fait permettre à la société de sortir de ces crises-là. Et on dit que c'est la justice, mais il n'y a pas de justice. Donc, la solution, c'est pas juste une personne parmi nous, mais c'est la solidarité des communautés pour que, pour dans cette résistance et dans la construction du monde. Mais j'y crois. Donc, ce webinaire vont mettre en exergue, en fait, cette conceptualisation donc, des solutions des féministes noirs aux crises. Et donc, on a des féministes noirs du monde entier. Tout le monde, on va pas parler de toutes les crises, mais l'idée, c'est que vous puissiez écouter comment est-ce que les féministes noirs traitent ce genre de situations et comment est-ce qu'on peut avoir des réponses durables aux crises, ainsi que les infrastructures qui tiennent. Avant de passer le micro, je voudrais dire un grand merci à Maria Clara. C'est notre collègue, elle est chargée donc de la coordination des partenariats et c'est elle qui a dirigé donc l'organisation de ces séries de discussions. Maria, ouvrez votre caméra pour euh, vous venir prendre vos éloges à nos interprètes, les féministes noirs qui rendent possible la conversation dans plusieurs langues et un merci spécial
à Sarah, à qui je vais passer le micro, qui travaille avec nous et qui sera notre superbe facilitatrice. Sarah, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Akima. J'espère qu'on peut m'entendre, que tout le monde m'entend. Super, OK, chouette. Très, très, très contente, d'être ici. Donc, je m'appelle Sarah Diedro-Jardao et j'ai le plaisir de modérer la conversation d'aujourd'hui. Je vais enlever le floutage qui, je vois, ne respecte pas mon afro. Hop, voilà, c'est mieux. J'espère vraiment que tout le monde va bien, que tout le monde se sent bien et se sent, prêt et prête pour la conversation qu'on va avoir ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être ici. On va partager un peu cet espace digital communautaire pendant, 1 heure et demie à peu près. Donc vraiment, vraiment très contente, de pouvoir, faire ça de nouveau ce soir. Hem, pour rappel, on a eu, une première session, une première conversation dans le contexte de, cette série, autour des politiques féministes noires qui était spécifiquement sur l'Europe et qu'est-ce qui se passe en Europe? Dans le contexte où on sait que 2024 est, la plus grosse année électorale, de l'histoire et donc en fait, il y a des élections à travers le monde qui sont extrêmement importantes et qui impactent les mouvements féministes noirs. Donc ça a été une conversation très riche, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, au passage, en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe. Je profite de la mention de toutes ces langues pour, bien appuyer le fait que pour nous, au Fonds féministe noir, la justice linguistique est extrêmement importante. C'est pour ça que je parle lentement et que j'invite, toutes les personnes qui vont prendre la parole ce soir à parler lentement, puisque nous avons, comme Akima l'a mentionné, des interprètes exceptionnels qui nous permettent de, vous fournir cet espace en anglais, en français, en portugais, en espagnol et en arabe. Si jamais il y a des soucis par rapport à l'interprétation, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat, OK? Et vraiment un grand merci à tous nos interprètes. Hem, je veux aussi juste dire rapidement que on est dans une période, très compliquée, que ça dure, que c'est pas facile, que de manière générale, les temps sont durs. Donc je ne sais pas où vous êtes dans le monde, d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire, dans le chat, heu, d'où est-ce que vous nous rejoignez? Je suis actuellement à Bruxelles en Belgique. Normalement, je suis basée à Lisbonne au Portugal. Donc là, je suis dans le froid, ce qui, rend les choses encore plus, compliquées. Donc juste pour dire que voilà, on vous envoie aussi amour et solidarité parce que les temps sont durs et on va parler ce soir enfin aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement important autour des crises. On espère que voilà, nos vies ne sont pas définies que par les crises, mais c'est important de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui. Et pour ce faire, waouh, on adore voir le chat, s'agiter, donc vraiment continuez, n'hésitez pas à poser, d'ailleurs vos questions, vos commentaires. Là, je vois qu'on a des gens de partout, Californie, Ouganda, Botswana, Portugal, Mexico, Kenya, exceptionnel, magnifique. Bienvenue à toutes et à tous, magnifique, magnifique. Donc pour ce faire, je disais, je vais présenter nos 4 panélistes exceptionnels, qu'on remercie aussi énormément de prendre le temps de venir avoir, cette conversation avec nous, pour qu'on puisse avoir des perspectives de différentes parties du monde, puisqu'on sait que, quand on parle de crise, on parle de situations qui sont nuancées, qui sont complexes et c'est ce que les féministes noires nous permettent de faire. Donc je vais aussi, demander aux panélistes, de faire un petit coucou quand j'appelle leur nom et donc je vais commencer par introduire, Francisca Accra qui nous rejoint, pour représenter Egna Legna Bessidé du Liban. Francisca, si tu peux faire un petit coucou à la caméra. Francisca qui est défenseuse des droits humains spécialisée dans la migration et la protection, des personnes réfugiées et qui travaille sur les défis qui affectent spécifiquement les femmes migrantes au Moyen-Orient. Bienvenue à Francisca. Nous avons également Chandris
Becerra, qui fait partie de la coordination des femmes afro-colombiennes déplacées en résistance, Comadre, en Colombie. Chez qui donc travaille sur les questions de justice sociale avec une approche de genre, une approche antiraciste et politique. Bienvenue chez très, très chouette de t'avoir avec nous. Nous avons ensuite Lucia Dominique Pascal Solage, qui vient représenter Néguès Marron d'Haïti, qui est une figure, éminente de l'activisme, féministe et qui travaille sans relâche à l'avancement des droits des femmes et des filles haïtiennes. Bienvenue à Dominique Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. Et pour finir, nous avons Sarah Moya qui vient représenter le mouvement féministe Noun du Soudan, militante soudanaise marxiste, féministe et panafricaniste qui lutte contre le fascisme par le biais d'organisations démocratiques. Donc merci beaucoup, beaucoup à nos panélistes pour leur présence. Je sais d'avance que la conversation va être, riche, donc je suis très, très, reconnaissante, de votre présence et de votre temps. Et pour démarrer, j'ai posé une première question pour qu'on puisse un peu poser le contexte, qu'on puisse savoir un peu de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de crise, et vous demander de peut-être juste définir, de votre positionnalité en tant que féministe noire, définir une crise. De quoi on parle quand on parle de crise? Heu, et peut-être de votre analyse, de quelle manière les féministes noires approfondissent et permettent aussi d'élargir, la compréhension de ce qu'on appelle un moment de crise. On sait que parfois il y a une approche, qui peut être, à mener en fait et qui efface la complexité et la nuance, de ces points de vue autour des crises. Donc de votre point de vue, de quoi on parle? Je vais commencer peut-être par, Francisca. Salut tout le monde, c'est une question lourde, mais c'est un honneur d'être là. Et il faut qu'on repense en fait ce que c'est qu'une crise, parce que dans le discours public, on formule les choses comme si c'est quand il y a la guerre ou bien quand l'économie est en crise. Mais en fait, il y a d'autres crises auxquelles on ne prête pas attention. Mais nous qui sommes à la base, ce n'est pas comme ça que la crise se passe. Je vous donne un exemple de là où je travaille au Liban et en Éthiopie, où les gens vont voyager en fait pour les travaux de domestiques ou, euh, pour venir au Liban. Et leur crise, en fait, ce n'est pas des choses qu'elles vivent à la maison, hein, ou dans la zone où ils sont venus. Mais les crises ont réellement commencé en fait à la maison en Éthiopie, où elles ont vu euh, que leurs possibilités, leurs opportunités, leur futur étaient coincés. Et donc, il y avait des crises par rapport au fait qu'elles ne puissent pas aller à l'école, qu'elles ne puissent pas trouver des boulots à cause du marché de l'emploi et de la discrimination. Il y a aussi donc des personnes que la guerre a amenées loin de chez elles. Et donc, donc, les gens commencent à chercher des opportunités à l'étranger. Et bien sûr, il y a des gens qui profitent de cela pour les s'exploiter. Et la priorité par rapport à leur dignité n'est pas prise en compte. Et le gouvernement éthiopien est en train de pousser plusieurs centaines de milliers de femmes dans cette situation. Et c'est un modèle qui est adopté de plus en plus par de plus en plus d'États. L'Éthiopie a déjà envoyé plus de 250, 70 000 femmes dans les pays de Moyen-Orient, y compris le Liban. Donc, ils font des recrutements. Donc, une exportation massive, en fait, de la main-d'œuvre féminine. Et en fait, on cible des femmes qui sont déjà en train de se débrouiller, qui ont des difficultés. Et toutes ces femmes, ces personnes sont des personnes résilientes. Malheureusement, ces femmes-là n'ont d'autres horizons. Ben, il y en a elles se posent la question de savoir si elles restent, par exemple, et qu'elles se retrouvent face à des violences domestiques ou se retrouvent sans domicile.
Donc, toute cette migration de la main-d'œuvre, en fait, provient des difficultés, en fait, qu'il y avait à la maison. Malheureusement, ça ne se limite pas à là. Quand elles vont dans les pays qui les reçoivent, les pays hôtes, ces migrantes sont exposées à l'exploitation ainsi que la chosification du corps noir. Et, et toutes ces personnes qui ont organisé leur migration, en fait, se lavent les mains complètement et on les laisse traiter comme on veut dans le pays d'accueil. Les employeurs ne sont pas, ils ne rendent pas compte et ne les traitent pas bien, elles les maltraitent, on abuse d'elles et quand elles veulent résister, on les met à la porte, on les jette à la porte. Et actuellement, au Liban, on voit de plus en plus cela se manifester de la façon la plus brutale. La semaine passée seulement, nous avons eu des nouvelles, donc de nouvelles arrivantes d'Éthiopie qui cherchaient donc du travail. Donc, elles ne savent pas où se mettre, elles ne connaissent pas le coin, elles ne comprennent pas la langue. Et vous avez certainement déjà vu des images dans les médias sociaux qui parlaient donc de migrants abandonnés par leurs employeurs et qui sont victimes d'abus sexuels au Liban. Et il n'y a pas de réponse à la situation d'urgence de ces groupes de migrants. Ces groupes-là eux-mêmes essaient de créer un réseau de soutien pour suivre, pour voir ce qu'elles peuvent faire et voir ce que le gouvernement ou les organisations internationales sont censées faire, mais ne font pas. Mais c'est même en fait structures qui ont la responsabilité et qui ne font rien, ont, ont le craint de nous traiter de résilience. Et notre réponse à la crise, c'est que ici, c'est que les migrants sont laissés non seulement dans des situations de contraintes qui mettent leur vie en danger, mais cela crée aussi des traumatismes qui peuvent se passer de génération en génération parce que les gens sont en train de vivre cette situation depuis des générations et il y a des trafiquants et toutes les personnes qui organisent cette migration-là qui en profitent impunément. Parce que cette situation-là, en réalité, est maintenue de façon express. Le système a été conçu pour maintenir cela, pour nous forcer à rester à notre survie plutôt que de pouvoir vivre et pouvoir réaliser nos propres rêves. Malheureusement, c'est ça le problème. On doit se poser la question, pourquoi est-ce que les migrants doivent travailler 24 heures sur 24 sans être payés, être abusés, survivre? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? D'abord, pendant que le gouvernement est de façon systématique incapable, en fait, de bloquer le système et continue d'envoyer les femmes au massacre. Et personne, en fait, n'a jamais été tenu pour responsable par rapport à tout cela. Et ça se passe ici depuis des générations. Et je, le système actuel marche très bien pour les personnes, en fait, qui profitent de notre travail et de notre exploitation. On parle de notre résilience, mais parce que ça ne leur coûte rien pour qu'ils puissent continuer de profiter de leur patriarcat et continuer de nous abuser. Et le changement réel, c'est la façon dont nous essayons de protéger en fait les migrants. C'est comme ça que ça peut aller, parce que c'est comme ça qu'on peut créer le pouvoir. Et sinon, la situation telle qu'elle est, c'est pour maintenir les gens dans une situation de crise constante. Merci beaucoup, Francisca, pour, ce démarrage en puissance. Je pense que c'est très, très important de dénoncer les manquements des gouvernements et la perpétuation, des violences, qu'ils créent et ce que ça engendre pour les organisations féministes noires qui doivent répondre, à toutes ces situations, de crise, année après année après année.
Et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui approuvent ton message dans le chat et via, les emojis. Donc, merci beaucoup à tout le monde et continuez à nous passer vos messages. On voit que les situations sont similaires dans différents pays, d'Afrique et d'ailleurs, donc c'est important aussi de pouvoir, faire ces liens-là et en parler. Merci beaucoup. Je vais, passer la parole à Chandris. Bonjour, c'est l'après-midi déjà en Colombie et je me trouve actuellement à Bogota, c'est la capitale de la Colombie. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous toutes et tous. Je dirais que je voudrais dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit par Francisca, parce que les femmes noires en Colombie, je dirais même, les femmes noires généralement passent par différentes crises. On sait qu'il est de la Colombie, nous sommes confrontés à plusieurs crises et c'est pour cette raison que je dirais que en Colombie et généralement en Amérique latine, il est important d'essayer de voir à quel est l'impact des crises. Il faut comprendre l'intersectionnalité. Puisque puisque il y a tout, il y a parce que nous connaissons toutes, en tant que femmes noires, les mêmes crises dans différents pays. Il y a un système d'oppression. Il s'agit d'une combinaison de différentes caractéristiques. Et c'est très important pour les femmes noires, parce que c'est la, euh, il faut comprendre les dimensions multiples auxquelles nous sommes confrontés et essayer de comprendre que l'expérience des, des bailleurs sont différentes. Cela change suivant la diversité de l'expérience que nous avons en tant que femmes noires, à notre identité sociale, notre genre, la classe, la territoire sur la chose qui nous aide à faire, à faire. Et autre chose qui rend notre crise euh, pire, c'est la, c'est le colonialisme des, des non-esprits, qu'il s'agisse des femmes ou des hommes noirs ici en Colombie. On sait qu'il y a des femmes noires, les, il y a beaucoup de littérature, il y a l'exploitation de nos expériences vécues, l'exploitation de l'image de nos corps. Et c'est quelque chose qui est, qui est différente suivant les espaces dans lesquels nous vivons. Et je dirais que d'une façon, d'une autre, il faut essayer de comprendre comment nous pouvons, comment on peut se responsabiliser. C'est subjectif, c'est vrai, mais il faut comprendre cette réalité dans laquelle nous nous trouvons. Parce que quand nous parlons des différents groupes ethniques, il y a des groupes ethniques et- qui ne se reconnaissent pas en tant que noirs. Et, et, il faut comprendre la question de la race, comment est-ce que euh, il faut trouver des voies et moyens qui nous aideraient à résoudre les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. Maintenant, cela on compte notre pays se trouve dans une situation, je dirais, très complexe parce que il y a, il y a différents scénarios dans l'espace colombien.
il y a différentes situations de reconnaissance du racisme. Ce n'est pas vraiment un sujet qu'on reconnaît. La façon de laquelle les Noirs s'adressent au racisme, c'est un peu comme un mythe parce que la communauté blanche elle dirait non, ce n'est pas une expérience que je connais. C'est un mythe, dirait-il, mais c'est notre réalité à nous. Nous sommes confrontés à ces racismes tous les jours et surtout les femmes noires passent par cette expérience de façon plus profonde. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire cela, de pouvoir résoudre cela d'un jour à l'autre. Donc, on reste sur le qui-vive continuellement. C'est une lutte continue afin de pouvoir essayer de nous en sortir, parce qu'on ne si on ne reconnaît pas qu'il existe le racisme, cela va continuer avec toutes les crises les unes après les autres auxquelles nous sommes confrontés dans notre pays. Conduit cela conduit, heu, que nous devons rechercher l'harmonie et parce que c'est cela qui nous aiderait. Peut-être que nous nous trouvons dans les organisations des Noirs ou les organisations que nous avons eues dans le passé, ce sont les organisations qui nous ont aidés à nous responsabiliser, qui nous ont renforcés dans la lutte, le combat pour reconnaître ces problèmes des racismes. Et il y a aussi il y a une pratique qui nous aide à nous renforcer dans notre combat et confronter les différents scénarios auxquels nous sommes confrontés de façon quotidienne. Mais c'est là, il faut nous tourner vers la conservation de notre culture, il faut tenir compte de notre environnement, il faut tenir compte le fait que la Colombie est confrontée à un contexte violent. Euh, on commence avec le conflit armé qui subsiste dans notre pays depuis plus de 70 ans et qui a pu avoir un impact sur les populations noires, les communautés noires et surtout les femmes noires qui ont connu l'impact de ces conflits. Et je dirais que ces concepts qu'on appelle marinage, c'est là nous a aidés à, à renforcer certains combats des femmes noires. Euh, Cela nous a aidés à pouvoir donner notre perspective sur le féminisme, comment on devrait comprendre le féminisme noir. Et je pense que l'une des choses que nous voyons, c'est que nous avons un vice-président noir, une vice-présidente noire dans notre pays. Elle a pu accepter certains de ces faits et cela a facilité le travail de certaines organisations qui avaient été censurées dans le passé, mais cela a aussi pu aider à avoir des nouvelles organisations noires mises en place. Cela nous a aidés à mieux confronter nos crises. Et j'ai dit que nous avons connu différentes crises. Euh, on peut vivre cela vraiment de façon très douloureuse, mais cela nous a donné la possibilité de participer nous a donné le pouvoir de participer et cela a fait la différence dans nos vies. Merci beaucoup, Chandris. Merci pour ton intervention et toutes les nuances que tu as apportées sur la situation en Colombie qui affecte aussi particulièrement les femmes noires. Donc, merci pour ça. Avant de passer la parole à Pascal, juste un rappel pour vous dire que si vous avez des questions
Il y a une petite boîte, une petite section spécifiquement pour les questions et réponses. Donc, merci de poser vos questions dans cette section-là spécifiquement. On aura le temps à la fin du webinaire pour en sélectionner quelques-unes et y répondre et prendre le temps de pouvoir être un peu en conversation. OK, donc premier rappel. Deuxième rappel pour Pascal et Sarah et pour les panélistes de manière générale, ici, là, pour le temps qui nous reste, le temps qui est aussi un de nos plus grands ennemis. Je vais vous demander d'être concise pour les réponses et de ne pas dépasser, si possible, les 4-5 minutes pour qu'on ait le temps d'entendre tout le monde et d'avoir le temps d'avoir plusieurs questions. Donc, je vais passer la parole à Pascal pour la définition de crise. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Euh, euh, Moi, je viens d'un pays où la question de l'instabilité, la question du chaos est pratiquement ce qu'on a connu depuis des décennies, sinon beaucoup plus loin. C'est vrai que c'est un pays qui aussi a connu les plus grands mouvements de résistance, que ce soit des mouvements qui ont été bénéfiques à Haïti lui-même, mais qui ont été aussi bénéfiques au reste du monde et particulièrement aux pays noirs comme Haïti. Donc, mais c'est aussi un pays qui, je pense, dans cette quête aussi de résistance, dans cette quête de liberté, d'humanité pour l'ensemble des populations noires du monde, aussi a eu à payer le prix très fort et, et un prix qui est encore cher payé aujourd'hui. Et quand un espace a connu autant d'instabilité, autant de chaos, avec très peu de moments de répit, la notion de la crise est souvent extrêmement banalisée, elle est galvaudée et interprétée de certaines manières qui oublient tellement de tranches de population qui appartiennent à cet espace. Et notamment, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. Euh, il y a une façon d'interpréter ce qui se passe qui invisibilise tellement d'aspects, qui invisibilise tellement de populations, tellement de communautés, et notamment les plus vulnérabilisés, les plus discriminés, les plus impactés. Euh, Par exemple, en Haïti, quand on te parle de crise politique, ça veut dire que comme nous le connaissons aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection, ça va faire 10 ans. 2025, ça va faire 10 ans qu'on n'a pas eu d'élection. Donc, quand on s'attarde pour parler de crise politique en Haïti, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Alors que la crise, elle est là bien avant cette période où il n'y a pas eu d'élection. C'est un espace politique qui est extrêmement, même pas sous-représenté, pas représenté du tout par l'ensemble de la mosaïque des différentes populations qui composent ce pays. C'est aussi un espace extrêmement violent, un espace qui fait littéralement un recul sur le droit de certaines populations ou de certains groupes. Donc, la crise politique, elle est interprétée seulement dans un regard parfois très occidentale ou bien qui est imposée par une forme d'ingérence de l'extérieur, de dire on n'est pas en crise politique si nous avons des élections, il n'y a pas de crise politique si nous arrivons à imposer les dirigeants que nous voulons comme et pays faisant ingérence dans votre espace politique. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise sécuritaire si les gangs n'attaquent pas certains quartiers, si certains groupes, certaines populations arrivent à fonctionner, tant que ces gangs restent dans certains quartiers, tant que c'est certaines communautés qui sont impactées par la violence armée ou bien par les conflits armés, on ne considère pas qu'il y a de crise sécuritaire, Pascal, alors que... excuse-moi, je me permets juste Oui, est-ce que tu rapidement, si tu veux m'entends? parler un peu plus Oui. doucement, ce serait top. Merci beaucoup. D'accord, je vais essayer. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de crise sécuritaire. La crise sécuritaire, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait les manchettes des journaux internationaux, ça fait les manchettes des médias internationaux. Donc là, on considère qu'on est en crise sécuritaire et pas nécessairement quand les populations les plus vulnérabilisées, qui sont retranchées, prises au piège dans les espaces les plus pauvres d'Haïti, étaient depuis des années déjà les cibles et les victimes de ces gangs armés. Il n'y a pas de crise économique
si, voilà, si la majorité de la population, même si elle est pauvre, n'a pas accès à ce qui est basique pour leur survie. Mais il y a crise économique, quand voilà, ce sont des populations qui commencent à sentir l'effet des inflations, qui commencent, voilà. Et on invisibilise complètement les impacts sur des populations qui sont majoritaires dans ces espaces parce que la majorité de la population haïtienne, elle est pauvre. Et aujourd'hui, on a plus de 52% de femmes en Haïti et c'est la population la plus pauvre du pays. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a eu une escalade de cette crise, entre guillemets, quand même, depuis les 10 dernières années et peut-être un peu plus haut en Haïti. Peut-être on peut remonter jusqu'après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec l'avènement au pouvoir d'un régime politique qui est le régime politique PHTK et qui a su manœuvrer les leviers qui ont mené la crise à des niveaux exponentiels et aussi sur des formes que nous n'avons peut-être jamais connues jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons quand même aujourd'hui de plus de 3000 personnes assassinées depuis janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui par rapport à la question de l'insécurité. Nous parlons aujourd'hui d'un pays où nous avons 4000 prisonniers et dans les rues parce que les 2 plus grandes prisons ont été détruites. Tout le monde s'est échappé et rien n'a été fait. On parle quand même d'aujourd'hui, voilà, de 80% de la capitale haïtienne contrôlée par les gangs et plus de 60% du reste du territoire. Et comme on l'a dit au début de l'année 2024, l'espace aérien, le trafic aérien avec Haïti avait été interrompu pendant plus de 3 mois. Et aujourd'hui, il est encore interrompu pour certaines compagnies sur 3 mois encore, d'autres sur 1 mois, parce que des gangs armés arrivent à contrôler les environs du seul aéroport international que nous connaissons et arrivent à atteindre des avions internationaux avec des armes de guerre, etc. Donc, c'est-à-dire, et comme je l'ai dit avant aussi, c'est quand même l'année prochaine, ça fera quand même 10 ans que nous n'avons pas eu d'élection et dans le pays. Donc, toutes les institutions politiques sont paralysées, les institutions économiques aussi, etc. Donc, on pourrait en parler encore et encore et encore. Mais c'est pour dire que, en fait, il y a une forme d'escalade de cette crise et il y a une forme de la crise qui arrive sur des périodes. Mais en fait, la crise, elle est constamment vécue et elle peut se traduire par le fait de savoir est-ce que la majorité de cette population qui vit dans cet espace connaît un bien-être? Est-ce que la majorité de cette population connaît un bien-être individuel et est-ce que cette population connaît un bien-être collectif? Et à partir de quel moment un groupuscule de cette population, dès qu'il a accès à ce bien-être, on ne parle pas de crise. Quand c'est la majorité des populations marginalisées, discriminées, impactées, quand cette population n'est pas concernée, quand elle est invisibilisée, est-ce qu'on ne parle pas de crise? Donc, nous, en tant que féministes haïtiennes et en tant que féministes noires, nous, notre rôle, c'est de remettre sur le tapis le fait que c'est pas parce que vous invisibilisez les défis que ces populations connaissent que la crise, elle n'est pas sous-jacente et qu'elle n'existe pas. Et c'est notre rôle de mettre en avant des aspects de la crise qui sont complètement oubliés ou volontairement cachés et que nous devons adresser, que nous devons parler aussi de cette crise. Ce n'est pas aussi la traduction d'une communauté internationale qui devrait être la traduction que nous choisissons de prendre sur la question de nos crises en tant que population noire ou bien en tant que population marginalisée. Quelle est notre propre expression de la crise? Comment nous la vivons au quotidien et quels sont pour nous les aspects les plus importants et sur lesquels nous voulons intervenir en tant que féministes noires et en tant que féministes haïtiennes parce que nous savons que ce ne sont pas nécessairement des priorités dans les grands agendas des grands espaces internationaux qui définissent comment nos pays vont aller de l'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Haïti, c'est un pays qui a connu une ingérence politique depuis après l'indépendance par des pays comme la France, les États-Unis ou bien d'autres pays et qui ont toujours su imposer un agenda sur comment nous voyons que le bien-être de cette population peut aller de l'avant. Quelles sont les décisions politiques, les décisions économiques, quelles sont les mesures sociales? Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, c'est littéralement la communauté internationale qui est en train de piloter un projet de réforme constitutionnelle en Haïti. C'est absolument aberrant, mais voilà, ça veut dire que
une constitution pour un pays, aujourd'hui, c'est un agenda porté par des acteurs internationaux où nous, en tant que population, on est presque totalement exclus de la dynamique parce que c'est un agenda, il faut que ça avance, ça a des enjeux géopolitiques, ça a des enjeux économiques, ça a des enjeux majeurs, pas pour la population qui va être impactée par ça, mais par des acteurs qui sont beaucoup plus loin, mais qui font une ingérence majeure dans ce qui se passe en Haïti. Donc, pour nous, comment ne pas nécessairement oublier ces aspects de la crise qui sont importants, mais comment mettre en avant aussi des aspects qui sont volontairement oubliés sur la question de la migration, sur la question de la discrimination, sur la question de la violence et sur la question des populations qui sont oubliées. Aujourd'hui, en tant que féministe noire, c'est notre rôle de les imposer dans le discours, de les imposer dans la discussion, de les imposer dans les agendas, de les imposer dans les ressources et de les imposer aussi en termes d'action. Donc, mais c'est extrêmement difficile quand, voilà, tu es toujours dans la survie, c'est-à-dire que non seulement en tant que mouvement, mais en tant qu'individu, nous sommes quotidiennement dans la survie et je pense aussi que c'est quelque chose qui est extrêmement bien calculé, de nous garder toujours dans la survie et de ne pas pouvoir imposer ces agendas là où ils doivent pouvoir être imposés, de ne pas être dans les espaces où nous pouvons nous organiser comme nous devrions le faire. Ce matin, nous sommes obligés de dire, voilà, il n'y a pas de féministes haïtiennes qui résident en Haïti qui pourront être, par exemple, je vais prendre un exemple, à la Alaouis en Thaïlande, pour réseauter, pour s'organiser, pour discuter, etc. Parce qu'on ne peut pas sortir du pays. Nous sommes bloqués et on ne sait pas pour combien de temps. Donc, ça veut dire que c'est un ensemble de mécanismes qui sont mis en place aussi pour nous affaiblir et nous empêcher d'avancer sur des agendas qui sont prioritaires pour nous et pour résoudre les aspects de la crise qui nous impactent le plus. Et je pense que au-delà des aspects, comme je l'ai dit au départ, qui sont extrêmement importants, comme ceux qui sont extrêmement visibilisés, portés sur le regard mondial ou le regard global, il est aussi important de voir ces aspects sous-jacents pour les communautés les plus discriminées, les plus violentées en Haïti. En tout cas, dans mon pays, quand on prend les communautés LGBT, quand on prend les femmes quasiment, quand on prend les communautés les plus pauvres, etc. Donc, voilà, c'est pas important. Et je pense qu'il faut donner notre propre traduction, notre propre interprétation de ce qu'ils appellent les crises pour pouvoir donner nos propres réponses, les réponses qui sont les plus adaptées pour nous et que nous voulons imposer parce qu'au quotidien, c'est nous qui les vivons. Au quotidien, c'est nous c'est sur nous que c'est imposé. Donc, comment avoir notre propre agenda sur ces crises? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je vais passer, la parole à Sarah, du coup, pour, la définition de crise. Merci beaucoup. Donc, comme on vient de dire, le Soudan, il a une crise. Au Soudan, tout d'abord, il a eu des problèmes par les personnes déplacées, par les personnes qui ont immigré vers les pays voisins. Mais en fait, on peut dire que les gens ont le droit de vivre en sûreté où il n'y a pas, dans un endroit où il n'y a pas de conflit. Et je crois que euh, cette crise multiple, ce n'est pas une nouvelle idée pour nous en tant que nationaux du Soudan. Euh, mais pour cette crise, que nous avons cette crise, est-ce que cette crise n'est pas perçue comme une crise multiple, mais nous n'arrivons pas à identifier des solutions? La crise soudanaise est très diverse. C'est une crise multiple. Et malgré cela, et depuis les années de l'indépendance, nous n'avons pas été en mesure de nous organiser vu notre diversité, vu la diversité de la crise. Et toutes ces crises et ces différentes crises n'ont pas été interrompu, mais plutôt exagéré, plutôt, et aujourd'hui, nous sommes confrontés au changement climatique, nous sommes confrontés au racisme, et cela va jusqu'au génocide. Certains groupes d'une certaine race sont euh, renvoyés de leur terrain, deviennent des victimes.
comme le peuple Massali vers le sud, qui ont été obligés de quitter le pays pour aller vers le Tchad. Mais les changements qui ont eu lieu au Tchad depuis les années 70 ont eu un majeur changement climatique, dont le Soudan de l'Ouest, cela a eu un impact sur les personnes qui travaillent dans ces endroits-là, les nomades et les agriculteurs. Ces changements climatiques a eu un impact sur la vie économique, a eu un impact sur euh, l'absence le fait que le gouvernement n'est pas présent pour organiser les rapports entre les différentes parties. Et cela a eu comme impact de compliquer la crise davantage. Et cela a obligé les différents groupes à prendre des armes, à compter sur leur ethnie pour pouvoir contrôler la situation. Cela a conduit à un conflit, à des conflits inimaginables. Ce ne sont pas les premiers conflits. Les peuples soudanais ont été témoins des guerres très longues, différentes guerres au Soudan. Les guerres ont commencé depuis 1956. Et la guerre a pris fin en 2005. Et malgré cela, nous vivons dans une situation de conflit armé. Je vous parle du Caire. Je suis arrivé ici depuis l'année dernière avec ma famille. Mais en fait, no- no- notre le conflit nous a aidé à essayer de comprendre comment nous comprenons le fait d'être noir, notre féminisme noir au Soudan. Et en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte après la guerre, de façon à ce qu'il puisse y avoir de la solidarité avec d'autres groupes de féministes noirs. Euh, la deuxième guerre civile a commencé en 1983 et a pris fin en 2005. Et c'est une guerre qui a suivi la première guerre civile qui avait commencé en 1965. Beaucoup de ces guerres civiles ont eu lieu dans la partie sud du Soudan. Et même cette division du Soudan du Sud et du Nord a été introduite par le système colonial. Et ça a été ça a été été une guerre vicieuse au Soudan. La deuxième guerre, comme je dis, cela a conduit à plus de 1,5 million personnes. Les conflits actuels a conduit à plus de 12 millions de personnes soudanaises qui ont été déplacées en tant qu'immigrants dans d'autres pays. Et les personnes civiles et le niveau le niveau des morts a dépassé 100 000 personnes parmi les civils. Et en fait, euh, euh, j'ai- 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 je souhaite la paix aux âmes de ceux qui ont perdu leur vie à Jazeera et les femmes qui se sont suicidées afin d'éviter d'être violées. Et je voudrais apprécier la résilience des femmes soudanaises, les femmes donc, féministes. Donc, il y a des problèmes et nous nous comparons à d'autres Africains. C'est un problème. Et tout cela donc a affecté nos relations avec la communauté internationale et les pays voisins. Et les interactions ont eu un impact sur la vie des citoyens. Et l'économie politique de la guerre a aussi impacté nos relations avec la communauté internationale. La conséquence, c'est que nous, nous, nous n'arrivons pas donc à résister comme il se doit aussi ça. Et donc, ce sont les obstacles dont je parlais tantôt, les obstacles concrets qui ont un impact sur notre travail. On n'arrive pas à établir la connexion sur le terrain. Mais nous avons pu réaliser l'importance de la solidarité pour notre travail, pour nous permettre en fait d'étendre notre réseau de solidarité en lien. C'est dans ce cadre-là que comparé à la façon dont on s'est engagé donc, depuis ces 5 dernières années, le fait que le Soudan ait été
impliqués dans les rangs qui ont combattu au Yémen. Nous avons refusé l'externalisation de la guerre et comment est-ce que nos milices ont été utilisées pour combattre dans d'autres guerres. Oui, un certain nombre de pays On que voit suivent, que nous suivons un certain nombre de certains ces de pays-là. ces Nous sommes en pays solidarité qui avec suivent, ces pays-là. avec lesquels nous Nous sommes solidaires, travaillons avec ces pays-là. Ils ne savent ne savent rien rien en à fait de propos ce du qui se Soudan. passe au Ils ne comprennent Soudan pas la et de guerre la qui a guerre lieu qui se au passe au Soudan. Soudan. Nous Nous savons savons, euh, beaucoup, nous, nous, nous nous savons qu'il y connaissons a un un grand nombre nombre d'endroits, par d'endroits exemple à à Gaza, Gaza. Nous connaissons le Gaza beaucoup plus mieux que on nous en sait connaissons à sur le propos du Tchad, Tchad, malgré le fait que malgré que le le Tchad Tchad reçoit actuellement les reçoit beaucoup gens, des les Soudanais, les personnes réfugiés soudanais. soudanaises. Et Je suis vraiment désolée, je vais devoir t'interrompre. Je m'excuse. Il nous reste un peu moins de 30 minutes. Je suis vraiment désolée, mais on va juste avancer. On reviendra vers toi pour le reste des questions qu'on a en suivant. Je m'excuse vraiment, je sais qu'on pourra avoir des conversations pendant des heures sur tout ça et que c'est des sujets extrêmement importants. Mais je voudrais passer la parole à Nadia qui arrive après. Donc, on revient vers toi juste après. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et c'est vrai que je pense qu'on est très, très, très d'accord. Je vois qu'il y a des réactions aussi dans le chat sur le fait qu'il y a eu une grande invisibilisation de la situation au Soudan. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Un rappel aussi pour que tous les panélistes, toutes les personnes qui prennent la parole parlent lentement. Pour tous nos interprètes qui font un travail exceptionnel et pour qui c'est pas toujours facile d'interpréter, ok, pour tout le monde et dans les différentes langues. Donc juste un petit rappel pour ralentir. Merci beaucoup. Alors, je vais donc passer la parole à Nadia Aidjo, qui est notre conseillère principale pour les partenariats philanthropiques au Fonds féministe noir. Nadia, qui est féministe panafricaine, experte en philanthropie féministe et qui se passionne pour la justice sociale et l'inclusion de genre. Nadia est aussi l'autrice d'un brief qui sera très bientôt disponible sur notre site internet autour des perspectives féministes noires sur les questions de crise et de polycrise. Donc, gardez un œil sur nos updates pour ça. Nadia, merci beaucoup pour ta présence. Une question pour toi autour des financements, puisque une chose qui est tragique par rapport au capitalisme, c'est que nous devons participer et que donc l'argent est le nerf de la guerre et que c'est très important pour beaucoup de nos combats. Donc, une question autour des bailleurs de fonds. Donc, comment est-ce que, de ton point de vue, les bailleurs de fonds abordent les questions de crise et les crises? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer de ton point de vue pour que les personnes qui sont en charge des financements, les bailleurs de fonds, puissent soutenir les mouvements féministes noirs qui sont confrontés à des crises? Merci Nadia. Merci Sarah, merci tout le monde. Je vais commencer par dire qu'il y a une différence entre ce que les bailleurs de fonds disent qu'ils entendent de leurs partenaires au sein des mouvements et la pratique en termes de ce qu'ils font avec ces messages. Quand on écoute nos panélistes aujourd'hui, on comprend que les féministes noirs nous donnent une vision expansive des crises et de la temporalité des crises. Il n'y a pas de début ou de fin. Les bailleurs de fonds préfèrent s'impliquer au moment visible des crises où on peut dire « Oh, il y a un feu ici, voilà des seaux d'eau, éteignez le feu avec chères féministes noires. » Ok, c'est bon, c'est éteint, à bientôt. Ce qui est clair, c'est que les réponses des féministes noires ne sont pas restreintes par des calendriers absurdes comme cela, mais prêtent plutôt attention à comment et de manière constante et cohérente nous interagissons entre nous et nous construisons des mondes où ces crises ne sont pas cycliques. Où nous comprenons aussi que la pression de pousser les gens à combattre les incendies nous éloigne d'une construction de monde féministe noir, nous éloigne des combats contre les oppressions. Et c'est dans cet espace-là que les bailleurs de fonds sont souvent profondément mal à l'aise parce qu'ils veulent juste mettre un pansement sur le problème et dire « Oh, regardez, voilà un pansement, il y a Wakanda Forever dessus. Pensez votre blessure, allez-vous-en et revenez quand ça va recommencer à saigner, on va le remplacer. »
Quand on regarde les données, on voit d'ailleurs que pour chaque dollar consacré aux catastrophes ou aux crises, il n'y a que 10 centimes qui sont consacrés à la résilience, à la réduction des risques, à la préparation, à la reconstruction et au relèvement. Et quand on commence à parler de la Palestine, de rendre aux populations autochtones leurs terres, soutenir les travailleuses du sexe, les réparations, les bailleurs deviennent extrêmement frileux et préfèrent se consacrer au feu à éteindre. Mais en même temps, ils sont d'accord que ce sont ça les vraies causes des crises et que tant qu'on n'adresse pas ces problèmes-là, on va continuer à avoir des crises. Je pense qu'il est important pour les bailleurs de placer au centre de leur réponse les connaissances, les voix et les perspectives des féministes noires. Elles sont en première ligne de la réponse et elles vivent au quotidien avec ces crises. Et aussi placer au centre les communautés de solidarité, protection et soins. Et aussi adresser cette problématique de constamment mettre les gens en mode lutte contre l'incendie ou le feu, parce que ça nourrit une crise de l'imagination. Si on n'a pas l'espace pour imaginer, rêver et créer des mondes féministes noirs, on continue à perpétuer ces oppressions-là qui font qu'en quelque sorte la philanthropie aussi se sent utile. Si on est vraiment sérieux en tant que philanthrope et on met en place cette vision, on doit changer comment on ressource. Il faut déjà accepter que la philanthropie ne va pas sauver le monde ni mettre fin aux crises. Mais les bailleurs peuvent ressourcer les mouvements qu'ils feront, qui le feront, et de manière alignée, ciblée et intentionnelle. Parce que si on veut vraiment apporter des changements aux crises et avoir un impact tangible sur les personnes les plus affectées par ces crises, il faut être intentionnel. Et quand on parle d'intentionnalité, déjà c'est bien sûr d'avoir une analyse intersectionnelle, mais il faut aussi financer la préparation collective, les initiatives de protection communautaire des féministes noires. Elles sont là, elles existent. Et aussi de ne pas financer des réponses au moment de l'incendie juste parce que les médias en parlent. On voudrait que les gens aient en place les structures pour réparer et prévenir dans le long terme. La philanthropie fait partie du problème. Si on balance tout l'argent dans l'incendie et on dit « Ah, on a donné des milliards de dollars », 120 milliards de dollars sont allés à l'Ukraine. Est-ce que vous savez ce qui a été promis au Soudan? 2 milliards. Si on dit une chose et on finance autre chose, on fait partie du problème. Il faut aussi admettre qu'il y a un mythe dans l'écosystème philanthropique comme quoi c'est tellement difficile de financer en période de crise, il n'y a pas de banque, il y a de la violence, il n'y a pas Internet. Mais dans ce cas, comment est-ce que les fonds féministes le font? On peut financer en temps de crise si on le souhaite vraiment, et on peut financer des organisations qui sont proches des communautés et au sein des communautés si on le veut vraiment. Surtout si on ancre nos approches et nos ressources dans de la compassion, de la réactivité, de la souplesse, on peut le faire. Il faut aussi améliorer les relations contractuelles. Pourquoi avoir un contrat avec un partenaire sur 10 ans et subitement, quand ils sont en crise, leur demander leur relevé de banque, leur rapport financier, etc. avant d'envoyer les fonds? Que s'est-il passé pendant les 10 années? Ou bien dire à un partenaire, vous pouvez seulement utiliser 10% de votre budget pour gérer le bombardement de votre bureau et votre déménagement. Vous êtes du Darfour, mais vous êtes au Tchad. Désolé, nous finançons seulement au Soudan. On ne peut pas vous financer en Afrique centrale. Il faut vraiment qu'on se demande comment on pense aux personnes en temps de crise et le type de ressources qu'on met à leur disposition. Je veux aussi rajouter qu'il y a des régions qui sont invisibilisées délibérément. Si tu viens des Caraïbes, de l'Afrique centrale, de la Grande Corne de l'Afrique, du Sahel, il y a une normalisation et un fétichisme presque de ta souffrance. On va continuer à mettre les pansements et vous allez vous débrouiller. Les bailleurs de fonds ont besoin d'investir dans la redevabilité et le leadership et financer les relations, les compétences, les stratégies et non les incendies. Je rajouterais aussi que les bailleurs doivent penser et agir différemment quand il s'agit des montants même qu'ils donnent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut résoudre une crise, qu'on veut centrer les mouvements et les leaders féministes noirs et on leur donne 1 million de dollars et on donne 500 millions de dollars, par exemple, au système onusien. Et on a tous vu ce que ce système fait en Haïti, par exemple. Et on donne aux féministes haïtiennes 10 000 dollars pour qu'elles se débrouillent. Je pense qu'il faut une redevabilité profonde dans la philanthropie et d'accepter toutes les choses que la philanthropie fait qui perpétuent du mal pendant les crises. Il faut changer ça.
Je vais m'arrêter là et juste dire qu'il faut lire la publication. Il y a beaucoup plus de recommandations à l'intérieur. Il y a diverses manières pour les bailleurs de fonds de se présenter différemment et correctement. Et ça commence par la remise en question et conscience de soi, de la redevabilité et de l'intentionnalité. Et surtout de placer les mouvements féministes noirs au centre. Hey, Nadia, reine des punchlines, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai vu passer beaucoup d'emojis, cœur, applaudissements. Je vois dans le chat aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en accord avec, avec tes propos. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, comme d'habitude, en tout cas comme souvent, on manque un peu de temps puisqu'il y a toujours beaucoup de chaleur autour de ces sujets et de nos conversations. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer à une des questions qu'on a reçues dans la boîte des questions-réponses. Et la question est la suivante. En ces temps où nous sommes tirés de tous les côtés, dans nombreuses différentes directions, et en ces temps où les crises sont si nombreuses, comment maintenir et cultiver la solidarité? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qui, je pense, est une question très importante. Ce qu'on va faire, je vais repasser du coup la parole, on va faire dans l'autre sens. Je vais passer la parole à Sarah pour démarrer. Et en plus, je pense que ce que tu disais, Sarah, quand je t'ai malheureusement interrompue, je m'excuse encore pour ça, était aussi intéressant par rapport à ces questions de solidarité. Donc peut-être commencer par toi. Comme je viens de le dire, on manque de temps, donc je vous implore, s'il vous plaît, de garder vos réponses concises, même si je sais que c'est difficile. Et donc, si on peut avoir des réponses autour de 3 minutes, s'il vous plaît, ce serait chouette. Sinon, vous m'obligez à venir vous interrompre, ce que je déteste faire. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Sarah. D'habitude, je parle trop rapidement, 3 minutes ne me suffisait pas et ne me permettent pas de répondre. euh, et je voudrais parler des 2 points de vue. Euh, qu'est-ce que nous pouvons Qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que faire la communauté internationale? Nous comprenons mieux la situation au Soudan. Et en passant par l'analyse et nous comprenons la situation économique, la situation culturelle et nous essayons de voir comment nous en sommes, comment avec les ressources économiques, qu'est-ce qui se passe, qui prend les décisions, comment est-ce que quel est l'impact de ces décisions, comment est-ce que ces décisions sont prises en considération, quel est le contexte et est-ce que notre point de vue est pris en considération en tant que féministe noire et en fait, est-ce qu'on tient compte du fait que la communauté n'est pas composée n'est pas uniforme? Est-ce que nous avons accès à toutes ces ressources, qu'il s'agisse des ressources économiques ou autres? Je crois qu'il est très important de construire de construire la solidarité et d'avoir l'unité entre les différentes communautés de féministes noires. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la façon de laquelle les gens sont en train de vendre à notre terre et les pays du Golfe sont en train d'occuper nos ports. Et voilà, c'est pour cela que nous avons besoin de nous concentrer, de concentrer nos efforts, de collaborer les uns avec les autres de façon à pouvoir confronter ces envahisseurs. Et je pense que ce qui est en train de se passer du côté de la communauté internationale, ils considèrent notre crise d'une façon qui n'est pas juste. La communauté internationale tient compte de l'aspect économique et financier à une réponse qui ne représente que 5% de nos besoins. Mais nous, c'est que nous devons voir à comprendre comment la communauté internationale essaye de nous obliger, nous les féministes, à épouser leur point de vue au lieu de nous donner ce dont nous avons besoin. Et la communauté internationale euh, offre le financement pour certaines activités telles que des ateliers
et la sensibilisation et ce sont les programmes qui ne tiennent pas compte de la situation conflictuelle au Soudan, la situation de la guerre qui a lieu actuellement au Soudan. Ce sont des activités qui ne reconnaissent pas, qui ne comprennent pas le point de vue des féministes noirs au Soudan. Et je crois que les besoins des féministes, les besoins des parties prenantes, euh, tous ces gens-là ont besoin davantage d'aide. Ils ont besoin d'une aide précise. Et tous les Soudanais ont été confrontés à cette approche de la communauté internationale depuis des décennies d'années. Et maintenant, nous avons besoin d'avoir une aide mieux ciblée. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je passe la parole à Pascal, du coup, à la même question. Merci beaucoup. Déjà, avoir conscience, je pense que nous ne sommes pas tous impactés par les crises de la même manière. Ça veut dire déjà faire économie de comprendre, ne pas faire économie de comprendre nos lieux de privilège, comment les différents groupes vivent ce qui se passe dans les différents aspects du monde et comprendre aussi que nos crises elles sont, elles se vivent de manière complémentaire. Ça veut dire que je ne peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs et penser que ça va résoudre les problèmes de ce qui se passe chez moi et que des solutions qui pourraient changer les impacts de la crise pour moi, qu'elles soient bénéfiques ou non pour des femmes, des féministes, des femmes noires dans d'autres parties du monde, que voilà, on n'a pas à le considérer. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'invisibilisation de beaucoup de crises qui se vivent dans des pays comme le Soudan, comme Haïti, etc. Donc, fermer les yeux sur ça ne va pas nécessairement apporter des solutions à nos propres crises. Et je pense aussi ce qui se passe entre les États-Unis euh, um, et la Palestine, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, etc., nous montre que en fait nos réalités et ce que nous vivons, c'est interconnecté et comment nous ne pouvons pas faire économie de nous battre aussi pour des populations noires, pour des femmes noires qui sont loin de nous dans d'autres formes de situations. Regardez ce qui se passe en Afghanistan, etc. Et ne pas dire voilà, on vit nos propres réalités en Haïti, nous sommes en train de confronter ce que nous vivons en Haïti, alors qu'en fait nos crises sont les résultantes de mécanismes et de formules qui sont appliquées littéralement sur nos différents pays et que les impacts se ressentent juste de manière différente. Je veux dire de comment tout ce qui est le capitalisme, le racisme, le patriarcat et autres formes de mécanismes de domination créent ces crises chez nous, même si nous les vivons de manière différente et que les démanteler, en fait, nous avons besoin de les faire ensemble dans des perspectives collectives tout autour du monde en tant que femmes noires pour pouvoir trouver des solutions qui soient pérennes, qui arrivent vraiment à résoudre dans le temps et dans l'espace ce que nous vivons en tant que femmes noires, ce que nous vivons en tant que féministes noires. Je pense que aussi cette idée de redéfinir la question de comment nous nous aidons entre nous, comment nous nous approprions des ressources, comment nous créons nos propres formules, nos propres mécanismes, nos propres agendas aussi, interviennent dans comment nous pouvons aider les autres féministes noires, les autres femmes noires, partout dans le monde, ou femmes de couleur, partout dans le monde à appréhender leurs propres crises et à les aider aussi à avancer. Et nous, en tant que féministes noires haïtiennes, nous apprenons beaucoup des solutions qui sont apportées par des femmes, des féministes noires partout dans le monde de comment aborder nos propres réalités, nos propres solutions. Aujourd'hui, moi, je vis en dehors de mon pays parce que j'ai dû fuir mon pays, mais quand je suis arrivée ici, aux États-Unis, la première maison où j'ai habité parce que j'étais littéralement dans la rue a été payée par des féministes noires ici aux États-Unis à qui on a dû faire des appels et dire voilà, Pascal arrive d'Haïti, elle est partie sans rien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je suis la preuve vivante que la solidarité, elle peut sauver des vies parce qu'elle a sauvé ma vie. C'est des femmes que je n'avais jamais rencontrées de ma vie, peut-être lors d'un call, d'un Zoom, etc., etc. Et quand je suis arrivée ici, mes premiers jours dans ce pays d'accueil, entre guillemets, c'est la solidarité des féministes noires d'ici qui m'ont permis de survivre pendant plusieurs mois avant de pouvoir continuer à faire mon travail d'ici pour mon pays. Me donner aujourd'hui la possibilité d'être ici, de trouver des réseaux, de trouver des ressources, de trouver la sécurité dont j'ai besoin pour continuer à travailler pour des femmes qui sont piégées en Haïti,
pour moi, c'est une manière de voir que la solidarité, même quand elle se fait en dehors de nos espaces, elle arrive à avoir des impacts dans les espaces dans lesquels nous essayons de travailler. Avoir des espaces où des féministes haïtiennes puissent rencontrer, par exemple, des féministes dominicaines, parce que nos deux pays aujourd'hui, il n'y a aucune relation diplomatique, aucune relation politique, aucun transport entre les deux pays, parce que les deux pays ont coupé toute relation, mais arriver quand même, en tant que femmes vivant sur la même île, même si c'est dans deux pays, à se mettre ensemble pour parler des crises qui nous affectent collectivement, la question des violences, la question de l'avortement, la question de la crise politique, la question de la crise économique et autres, pour moi, c'est la question de créer la solidarité au-delà des frontières et permettre que nous arrivions à nous en sortir aujourd'hui, même si nous sommes piégés en Haïti. Nous n'allons pas pouvoir nous en sortir autrement. La question des langues, nous sommes en tant qu'Haïtiennes, francophones, dans une région majoritairement qui parle espagnol et anglais. C'est très difficile pour nous de pouvoir bénéficier de certaines choses, de pouvoir aller vers d'autres féministes noirs de la région. Aujourd'hui, en tant que féministes haïtiennes, nous voyons par exemple le Kenya a débarqué avec une force multinationale. Nous voyons d'autres pays envoyer des soldats sur notre territoire. Et nous, voilà, on est en discussion avec voilà, des femmes d'autres pays pour dire comment nous pouvons appréhender ça parce que nous savons déjà ce que nous avons vécu avec des forces onusiennes en Haïti sur la question des abus et des violences. Comment faire solidarité avec des féministes au Kenya et des féministes de pays qui nous envoient des soldats pour pouvoir, de manière collective, se dire que nous ne Merci, sommes pas Pascal. d'accord et que voilà, voilà, donc pour moi, ça s'interprète aussi de différentes manières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour cette intervention. Plusieurs choses. On arrive quasiment à la fin de notre webinaire, donc je vais demander patience, grâce, compréhension à toutes nos participantes et participants, puisque nous allons très sans doute finir avec un peu de retard. Donc, merci d'avance pour la compréhension. Et avant de passer la parole à Chandris et Francisca pour les derniers, s'il vous plaît, très courtes réponses à la question de la solidarité, on va juste ajouter une question qui est très importante, qui est aussi sortie dans les questions-réponses, autour des personnes qui vivent avec des handicaps. Et la question est comment est-ce que les femmes et les enfants qui vivent avec des handicaps dans vos pays respectifs s'en sortent en période de crise? Voilà, au-delà de la question aussi de la solidarité. Donc, je passe la parole à Chandris. Après, on arrive à Francisca. Je vais vous demander d'être très, très, très concise. Merci beaucoup. Donc, on parle de la solidarité, comment on peut se réunir, comme nous faisons actuellement ce soir. Et ceci est important et cela doit être répliqué dans d'autres espaces. euh, et nous pouvons renforcer notre collaboration et nous pouvons renforcer nos combats au sein de nos mouvements. Donc, participer dans ces espaces et construire ensemble, nous mettre en groupe, nous permettre de pouvoir aller de l'avant et comprendre des nouvelles façons de travailler et de vivre dans différents espaces. Et c'est là pour un objectif. L'objectif, c'est la situation des crises dans différents pays et aussi penser à comment on peut changer les circonstances pour nos enfants dans nos pays. Il y a énormément, il y a le problème de l'éducation et il y a des enfants qui ont des capacités différentes. Les infrastructures éducationnelles ne sont pas des meilleures. N'avons pas nos enfants n'ont pas suffisamment des espaces. En plus, dans notre communauté qui sont appauvries, marginalisées, cela rend les choses en plus plus complexes. Parce qu'il y a énormément de violence dans nos communautés. Et et pour les enfants qui vivent avec des handicaps qui ont besoin quand même de se développer de la meilleure manière possible. C'est quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis longtemps, quelque chose que nous essayons de fixer en faisant du travail, des plaidoyers, en passant par différents processus, en abordant cela du point de vue du genre. Mais ce n'est pas facile au milieu des temps des négligences. euh, les écoles devraient tenir compte du fait que
les écoles nous ont abandonnés, nous, en tant que femmes, en tant que Noirs. Et il y a différentes conditions qui empêchent le meilleur développement possible pour nos enfants. Nous nous battons pour essayer de transformer cette réalité-là. Merci beaucoup, Chandris. Je passe la parole à Francisca. Merci. Maintenant, on sait qui est de cette question. Au Liban qui fait le travail de collaborer avec les personnes immigrées. Ce n'est pas le gouvernement libanais qui s'occupe à peine de ses propres citoyens. Il ne s'agit pas non plus les ambassades ou les consulats qui n'ont pas les ressources ou qui n'ont même pas la volonté d'accompagner leurs citoyens. Ce ne sont pas les organisations internationales, les agences des Nations Unies. C'est les groupes conduits par les immigrés, les organisations gérées par les femmes immigrées elles-mêmes qui travaillent avec les ressources minimales. Ce sont les femmes qui sont confrontées aux risques, les mêmes risques que les personnes qu'elles essayent d'aider. Elles sont en train de contourner les mêmes risques de la violence sexuelle, le déplacement, la discrimination raciale, les mêmes questions de sûreté. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir sauver d'autres femmes qui sont abandonnées dans ces régions, même si leur propre mouvement, liberté des mouvements est restreint. Mais elle continue à travailler et donc basée sur notre expérience en tant que femmes qui avons été confrontées à différentes crises. La solidarité ne s'agit pas de donner de l'aide de temps en temps quand il y a une crise, mais plutôt c'est de construire les réseaux de protection, les réseaux des soins qui ont à la tête les communautés qui sont les plus impactées. Et la raison pour laquelle nous avons été en mesure d'atteindre ces immigrés-là, c'est parce que nous avons vécu tellement en 2020, quand il y a eu l'écroulement de l'économie, nous avons eu tellement d'expériences. Cela nous a réunis, les réfugiés, les travailleurs domestiques, les immigrés. Nous avons donc investi énormément dans nos communautés. Nous avons responsabilisé, nous avons partagé nos ressources avec les groupes communautaires, ainsi de suite. Et nous devons comprendre aussi que la crise n'est pas limitée à une certaine région. Et donc, c'est pas un problème libanais ou un problème éthiopien. C'est peut-être c'est le système international, l'exploitation du genre et des différentes races qui chasse les femmes de l'Éthiopie. Cela est lié au système qui on piège les femmes, le système des kafala qui piège les femmes au Liban. Et cela conduit à la guerre. Et il est difficile pour nous de sauver des vies quand il y a un état de guerre. Donc, il faut avoir des réponses qui répondent au niveau international, à l'échelle internationale du problème. Donc, nous avons besoin de la solidarité au niveau international, de façon à ce que la crise auquel sont confrontés les travailleurs immigrés, c'est le même problème auquel pouvaient être confrontées d'autres communautés d'immigrés. Donc, il faut savoir à quelle est notre capacité de répondre à la crise. Il ne s'agit pas tout simplement de nous adresser à la maladie, plutôt, il faut nous adresser à la maladie plutôt qu'aux symptômes de la maladie. Nous ne pouvons faire cela que si nous avons les ressources pour nous occuper de nos communautés. Et comment nous pouvons renforcer les réseaux de solidarité localement et à travers les frontières régionalement, internationalement, partager les ressources, les stratégies et collaborer avec les différents réseaux. Et aussi, nous voulons nous adresser aux crises immédiates. C'est une priorité, mais ce n'est pas notre objectif. Notre travail porte sur la justice, sur le long terme, accompagner les immigrés qui ont été libérés pour qu'ils puissent vivre une vie de dignité. C'est dommage que nous devions rappeler à ceux qui en ont la responsabilité de faire leur travail. Nous allons continuer à faire cela parce qu'il y a un fardeau injuste et qui est placé sur les épaules qui ont très peu d'accès aux ressources. Et donc,
nous devons absolument utiliser ces moments-là pour renforcer nos réseaux de solidarité. Au-delà de nos mouvements propres, nous devons chercher à transformer les systèmes qui ont créé les crises. Pour commencer, Magnifique, merci beaucoup, beaucoup Francisca pour, ces mots de la fin qui sont très puissants, qui nous rappellent que plus que jamais on a besoin des unes, des uns, des autres. Plus que jamais la solidarité est extrêmement importante puisque on peut pas compter sur, les personnes qui sont payées et mandatées pour faire ce travail malheureusement. Et ça a été vraiment exceptionnel de pouvoir avoir, des rapports de ce qui se passe réellement au Soudan, en Colombie, Haïti, au Liban, en Éthiopie. Donc vraiment un énorme merci, à nos 4 panélistes. Un très, très grand merci aussi aux interprètes qui ont fait un travail exceptionnel encore une fois ce soir. On vous remercie aussi. Merci à toutes les personnes qui sont restées plus longtemps que prévu. On s'excuse pour le retard, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est très compliqué, de mettre fin à cette conversation qui aurait très tranquillement pu durer 3 heures. Et je vais passer la parole à ma collègue Nadia pour, nous emmener à la conclusion. Merci beaucoup, beaucoup. comment conclure vraiment? Ce que je peux dire, c'est qu'une chose qui est très claire, et il y a une chose que j'ai comprise, c'est quand nous travaillons avec différents partenaires, ainsi que les féministes noires, se posent beaucoup de questions. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a la place pour la croissance, pour la réduction des comptes? Est-ce que nous apportons notre contribution? Donc, quand nous parlons à construire un monde féministes, nous pensons que nous devons nous aimer de façon radicale. Nous devons, c'est là où je voudrais que nous séparions, que nous puissions communiquer cette solidarité radicale, cet amour radical les unes envers les autres, parce que de cela que nous avons besoin. Je vous encouragerai à relire le résumé. Nous allons faire cela par courriel et pendant les semaines à venir, c'est pas la fin de cette série des féministes noires. Nous reviendrons en 2025 pour beaucoup plus de conversations semblables. Et je vous souhaite beaucoup de choses et ayez une semaine reposante. Occupez-vous bien de vous. Merci et au revoir.